Je vous confirme que le drapeau européen y figure à côté du drapeau français. Ça a été le sens de la campagne que j'ai portée dans notre pays. C'est le sens de mon engagement. Je pense que la France ne peut pas réussir sans une Europe forte et que l'Europe ne peut pas avancer s'il n'y a pas une France forte et responsable qui puisse travailler avec ses partenaires. Et donc c'est aussi cela ce que cette photo dit, c'est que nous avons destin lié. Le président dont la parole est rare, vous le savez, c'est même la base de sa communication et vous venez de l'entendre, il prend quand même le temps de commenter sa propre photo et il se met même en scène avant la dite photo. Voyez, vous découvrez ces images, mais il refuse de répondre aux questions des journalistes le 14 juillet car nous dit une taupe hier à l'Élysée. Sa pensée est trop complexe pour, je cite, se prêter au jeu des questions-réponses. Bonjour à toute la bande, bonjour Virginie Leguet. Bonjour. Journaliste à Paris Match, Claude Posternac, bonjour. Bonjour. Fondateur de l'Important, Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Fondatrice du Board et enseignante à Paris 13. Autre enseignant, monsieur Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire de la com à la Sorbonne, et Jackie Isabello, bonjour. Conseil en communication, fondateur de l'agence Corioling. On va donc parler de cette fameuse photo de la psychologie présidentielle, mais aussi d'une mise en scène avec la découverte, et oui, découverte hier d'un trou, d'un gouffre de 8 milliards d'euros. On va parler com avec des élèves insoumis, des bons élèves patriotes, et puis on parlera de la fin des grandes gueules, peut-être sur l'autel de la bonne conscience, de la bonne parole, et ce sera un hommage à l'ami Louis Nicolas qui nous a quittés. Mais tout de suite, de la photo, il en est question, regardez et surtout écoutez. C'est donc ce portrait qui sera affiché dans tous les bâtiments publics de France, et notamment dans les 36 000 mairies. Sur le cliché, Emmanuel Macron casse les codes du portrait officiel. Sourire discret, le nouveau président de la République fixe l'objectif de face en s'appuyant sur son bureau. Derrière lui, quand même des symboles traditionnels comme les drapeaux français et européens, ou encore un coq, symbole de la France, mais également quelques détails plus personnels. Il y a 2 téléphones portables qui sont posés sur le bureau. C'est ces 2 téléphones qu'il avait toujours sur lui, notamment pendant sa campagne. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on peut remarquer, qui peut faire sourire aussi, c'est cette horloge qui est posée sur son bureau. C'est celle qui lui sert pendant le Conseil des ministres. Il l'emmène de son bureau à cette salle du Conseil des ministres. Donc c'est quand même un élément important, parce qu'Emmanuel Macron, il est souvent en retard, donc il faut quand même qu'il garde un œil sur la montre. Autre détail, cette fois littéraire. Un livre ouvert à la gauche d'Emmanuel Macron, il s'agit des Mémoires de guerre du général de Gaulle. À sa droite, 2 autres livres, fermés cette fois, Le Rouge et le Noir de Stendhal et Nourriture terrestre d'André Gide. Contrairement à François Hollande ou encore Jacques Chirac, qui avaient tous les deux choisi une photo dans les jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron a préféré poser dans le bureau présidentiel devant une fenêtre ouverte, une composition qui rappelle étrangement un autre portrait officiel, celui de Barack Obama. Étrangement, effectivement, alors tout a été dit sur cette photo depuis hier, mais vous n'avez pas parlé de cette photo. On a même parlé d'un caractère sexuel, c'était il y a quelques heures, quelques minutes même sur l'antenne de LCI. Érotique, effectivement. De l'érotisme, vous en voyez. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Alors, effectivement, fin de sujet, l'image d'Obama, on y reviendra certainement, mais y a-t-il autre chose, Virginie? Vous qui avez déjà vu des photos de présidents. Il y a une multitude de symboles et Emmanuel Macron nous a habitués depuis son élection à multiplier les symboles, le symbole de Poutine à Versailles, et là il y a des symboles, il y a des livres, il y a le smartphone, il y a l'horloge du Conseil des ministres, il y a l'ancien monde, le nouveau monde, et il y a lui au milieu de 2 rideaux et de 2 drapeaux. C'est bien fait, c'est de la bonne ouvrage. Je ne sais pas si ça casse les codes tant que ça, mais c'est bien fait. Et je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est érotique, ça me paraît. Moi, ça ne me parle pas de ce point de vue-là, mais c'est une photo bien faite. Oui, c'est bien fait. Esthétiquement, c'est plutôt réussi, je crois. Mais ce qui est intéressant avec Macron, c'est qu'en fait, il nous pousse à commenter sa communication. Je crois que c'est ça qui est quand même le fond aujourd'hui de sa communication, c'est qu'on parle de sa communication et on ne parle pas de sa politique. Donc c'est extraordinaire, parce que vous regardez cette photo, elle correspond à tous les clichés qui sont les clichés du macronisme. On voit qu'il y a ces références littéraires, alors De Gaulle, Stendhal, on sait qu'il aime beaucoup le rouge et le noir. Alors j'ai plus de mal avec les nourritures terrestres d'André Gide, mais j'imagine que c'est une lecture d'adolescent qui a dû l'émouvoir particulièrement quand il était jeune. Mais la référence à l'iPhone, donc la dimension start-up, tout ça on connaît. Donc, mais il nous force quelque part, il nous incite à commenter, et on est dans une espèce de méta-communication. Je ne sais pas si ça va pouvoir
pouvoir durer très longtemps. En tout cas, c'est plutôt bien réussi pour l'instant parce que ça nous empêche de parler du fond. On parle de la forme et donc bravo l'artiste. Extraordinaire, on le disait quand même au début de cette émission, c'est qu'un président ne parle pas. On reviendra certainement sur le fameux 14 juillet et la taupe de l'Élysée qui nous a balancé l'info hier, mais surtout, il commande sa propre photo. Oui, on a l'exégèse, en plus de la photo. Écoutez, les enfants, quand même, on retombe quand même dans le piège Macron, quoi. Le piège Macron, c'est qu'on vous donne quelque chose à commenter, que ça fait 3 jours, que le léviathan médiatique, voilà, s'agite autour de tout ça, et que finalement, voilà, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent rien, quoi, si ce n'est les symboles un peu classiques. On prépare une réforme de la loi de travail qui va être assez violente, explosive, musclée. Pendant tout l'été, pendant ce temps-là, voilà, on commente une photo d'Emmanuel Macron pendant des heures. Enfin, je sais pas, à un moment, voilà, on tombe dans ce piège. Réveillons-nous. C'est un peu ce que vous voulez dire. Claude, on ne vous a pas entendu. Écoutez, c'est sûr qu'on retrouve l'ensemble des symboles de Macron. D'abord, un raccourci qui avait été beaucoup employé pendant la campagne, en même temps. C'est-à-dire, on retrouve en même temps, d'abord, on faisait référence aux anciens présidents. Certains étaient à l'intérieur, comme De Gaulle et Pompidou. Certains étaient dehors, comme Chirac et Hollande. Lui, il est en même temps dedans et dehors, avec cette fenêtre. Donc, il est déjà dans cette transition. Après, il est en même temps, comme vous le disiez, dans le vieux monde et dans le nouveau monde. Il est dans plein d'endroits à la fois. Ce type de communication fonctionne à une seule condition, il faut être un émetteur fort. Aujourd'hui, l'émetteur est fort. Lorsque vous affaiblissez, après ça devient un petit peu plus compliqué. On l'avait vu entre Obama et Hollande. Obama, vous le mettez en scène avec n'importe qui, c'était un émetteur fort, ça marchait. Hollande qui était un... C'est peut-être pour ça, on verra certainement d'ailleurs ce parallèle entre la photo du président Macron elle et est fortement là, elle est fortement inspirée de l'univers et de l'imaginaire américain. Parce qu'il y a Obama, mais il y a aussi à côté toutes les séries américaines. Et dans les séries américaines, ça va encore plus loin. Il y a une série américaine où c'est carrément cette photo-là. House of Cards. Non, c'est pas House of Cards. Il y a encore plus. Vous avez une photo, honnêtement, dans House of Cards où vous avez un président qui a les points comme ça, sachant d'ailleurs qu'House of Cards, pour l'anecdote, est la série préférée de Barack Obama. L'aigle, l'angle ouest, comment ça s'appelle ? West Wing, qui est une série américaine. West Wing, le principal acteur de West Wing, c'est exactement cette photo. Pile poil, il n'y a même pas un changement, les mains sont au même endroit, la fenêtre est exactement pareille, c'est exactement cette photo. Donc il y a cet imaginaire qui existe, mais cet imaginaire fonctionne que vous êtes un émetteur fort. Si vous vous affaiblissez, ça se retourne contre vous. Je vous donne un exemple. Obama, on le voit avec des enfants en train de jouer, c'est un émetteur fort, tout le monde craque. Vous voyez François Hollande avec un chapeau sur la tête dans une république, ex-république soviétique, là tout le monde dit c'est ridicule. Ça dépend de l'émetteur, la mise en scène dépend de la forme de l'émetteur. Alors en parlant de mise en scène, et pendant que l'on parle, on voit les images qui ont été là aussi gentiment données à la presse, un peu comme une béquille du making-of de cette photo. Là aussi, c'est énorme quand même. Ça fait on n'a jamais eu ça. On fait plus que l'analyse de la communication, on fait de la sociologie de la communication. Et là où je rebondis sur ce qu'a dit Claude, en sociologie, on est obligé de comparer. Donc, qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous êtes autant interpellés, vous les médias et les Français ? Parce qu'on compare François Hollande et le fait que son quinquennat a été totalement raté parce qu'il a décrédibilisé son autorité parce que sa communication était totalement inadaptée. On ne va pas revenir sur tous les poncifs de Leonarda en passant par un président ne doit pas faire ça. Donc on compare. Et quand on compare, évidemment, c'est tout de suite à l'avantage d'Emmanuel Macron et donc l'émetteur est beaucoup plus fort. C'est ça qui est. Dès le départ, il y avait une erreur. Il y a une différence sur le choix du photographe. Le choix du photographe est absolument pas neutre. François Hollande prend Depardieu. Depardieu n'a jamais pris en photo quelqu'un dans un cadre fermé. Depardieu, c'est quelqu'un de l'instantané, c'est quelqu'un qui prenait l'immédiateté à la Douaneau. Demander à Depardieu de faire une photo figée de quelqu'un, c'était du... Mais et puis surtout, c'est une erreur de départ, c'est-à-dire que c'est une démarche intellectuelle. Je prends Depardieu, c'est l'homme qui photographie les Français. Je suis un président normal, je prends le gars qui prend les Français normaux. Alors que là, c'est je prends ma photographe personnelle, celle qui m'a suivi. Non, mais c'est surtout je prends une photographe qui n'est pas connue, on ne parlera pas d'elle, c'est pas Depardieu, c'est pas Bettina Reims. On parlera de la photo. On parlera de moi, Et moi, je suis d'ailleurs assez frappée de voir qu'Emmanuel Macron, qui a été extrêmement économe de sa parole, tout d'un coup, il parle de lui et de sa photo. Franchement,
on tourne en rond, quoi. C'est du nombrilisme exacerbé. Il parle sans risque, parce que c'est une parole qui est maîtrisée, c'est une parole qui est contrôlée, donc c'est le making of, il raconte comment la photo a été faite, donc il y a peu de risques pour lui. Moi, ce qui me frappe, et je suis d'accord avec ce que dit Jacques Isabello, c'est qu'en effet, il est un président qui a été profondément traumatisé par la façon dont ses prédécesseurs sont rentrés dans la fonction. On considère que ses prédécesseurs sont plutôt mal rentrés dans la fonction, qu'il s'agisse de Sarkozy, le président décomplexé, ou de François Hollande, le président hyper normal. Ils sont mal rentrés dans la fonction parce qu'ils ont produit eux-mêmes beaucoup d'images et beaucoup de prises de position, mais sans volonté de contrôler leur image et leur position. Lui, Macron, ce qu'il y a de très intéressant avec lui, c'est quelqu'un qui finalement a un charisme relatif, mais qui utilise ce qu'un grand sociologue, Max Weber, appelait le charisme de fonction. Le charisme de fonction, c'est le charisme que lui délègue la fonction présidentielle, et il utilise toutes les ressources de la fonction présidentielle pour habiter le costume. Et il maîtrise particulièrement bien l'image. Il ne fait que de l'image, il parle peu, et toute sa communication, pour l'instant, fonctionne sur cette production séquencée d'images. L'Élysée est devenue une véritable société de production. Le sondage matin qui dit les Français, à 65%, sont d'accord avec sa mise en scène, trouvent ça plutôt bien. 100% des macronistes, 65% des gens de droite ou de gauche. Donc, si les Français acceptent, parce qu'ils ont une conscience du rôle de la communication dans ce grand théâtre de la politique, il faut arrêter, il faut faire comprendre aux gens que c'est pas de la comme parfois on a l'habitude de le caricaturer, ça fait partie de la fonction politique de véhiculer les messages correctement. Non, mais ça va se retrouver dans 45 000 endroits publics. a 1000 fois raison. Donc, la com politique, c'est de la politique. Voilà. C'est d'abord de la politique. Moi, je l'ai dit pendant toute la campagne. Lorsque le président... C'est de la Polcom. Quand le président met en scène la littérature, c'est-à-dire ce background culturel auquel il tient, je vous rappelle quand même, c'est la première fois qu'un président de la République choisit une éditrice, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'édition, du texte, comme ministre de la Culture. De Gaulle avait choisi Malraux. Hein. Oui. C'était pas un éditeur, mais qui était un grand auteur. Donc il y a eu des références aussi. Mais on revient à des références qui ont un sens. Malraux, bien sûr, qui ont un sens. Quand même. Simplement, quand on est dans les mots, rappelez-vous les mots de Victor Hugo. Et Macron les a lus, ces mots. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Bon, donc vous êtes dans un sujet de communication. Dans ce sujet de communication, vous donnez des éléments de forme qui vous permettent de comprendre quel est le fond. On attend le fond quand même, parce que l'action se fait attendre. Oui, mais la forme, c'est le kayak, c'est le kayak sur le cours d'eau. Cette série d'images extrêmement léchées. Ce qui est intéressant, justement, c'est que depuis quelques jours, la petite musiquette, c'est on attend quand même le fond, la forme, c'est bien, mais il va falloir rentrer dans le dur. Dites, en parlant de com, je voudrais votre analyse sur quelque chose quand même qui est assez intéressant. Cette question, la fuite hier à l'Élysée, quelques heures avant que l'on nous balance cette fameuse photo et le making-of qui va avec, sur le 14 juillet et le refus du président de s'exprimer devant les journalistes. Indiscrétion donc publiée dans Le Monde, juste avant la photo. Emmanuel Macron qui ne veut pas se prêter, je cite, au jeu des questions-réponses, parce que justement sa pensée est complexe et qu'elle s'y prête mal. Mais au fait, avant d'en parler, c'est quoi la pensée complexe du président? La boîte à archives de la médiasphère va vous donner la réponse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va, ce faisant, fermer ces deux parenthèses à travers la discussion que nous avons, eh bien, c'est de continuer à avoir cette pensée complexe parce que la société est complexe, parce que le monde dans lequel nous vivons l'est, parce que je veux avoir le luxe de pouvoir m'expliquer. Et on n'est pas compris quand les gens sortent un bout de phrase de son contexte et l'envoie au visage des autres. Voilà, c'est court, mais on a l'explication de la part du président, qui ne l'était pas à l'époque d'ailleurs, sur la pensée complexe. D'abord, est-ce que vous avez quelques éléments sur, alors que la com est maîtrisée, on n'arrête pas de vous le dire, mesdames et messieurs, sur cette sortie, sur cette fuite de l'Élysée, sur la pensée complexe du président? Il y a deux solutions, soit c'est une maladresse et ça peut se pardonner, soit c'est volontaire et c'est beaucoup plus grave. La pensée complexe, ça fait référence à Edgar Morin, qui est un des grands inventeurs de cette, et des grands architectes de cette pensée complexe. Mais enfin, quand même en politique, ce qui est important, c'est à un moment donné de simplifier les messages. Pour être compris, ça me paraît absolument essentiel. Et d'ailleurs, il a tellement bien réussi à simplifier ses messages qu'il a fini quand même par être élu président de la République. Donc maintenant qu'il est en position de président de la République, le problème pour lui, ça va être de gérer sa relation avec les médias. On le comprend bien et on voit bien que sa relation avec les médias a considérablement évolué depuis son élection. Il était quelqu'un qui, jusqu'à présent, valorisait le rôle des médias.
en tout cas sa campagne, par rapport notamment à des adversaires qui, eux, avaient pris à rebrousse-poil les médias, était une campagne qui était plutôt valorisante pour les médias. Il les faisait, je le rappelle, applaudir dans les meetings quand ses adversaires critiquaient les médias. Aujourd'hui, depuis qu'il est à l'Élysée, il est en distance par rapport aux médias. Et il est en distance pourquoi ? Parce que tout simplement, il a compris une chose. Il a compris une chose, là aussi, par rapport à ses prédécesseurs qui, eux, avaient une relation de complicité, alors plus ou moins réussie avec les médias, que finalement, il fallait pouvoir se tenir en distance par rapport aux médias pour éviter d'être piégé par les médias. Alors, est-ce qu'il va pouvoir, et c'est la question, est-ce qu'il va pouvoir tenir cette position quasiment au sens militaire pendant 5 ans ? Moi, j'ai plus de réserves, mais on va voir l'avenir. D'autant que l'attitude des médias a, elle aussi, changé par rapport à Emmanuel Macron. Non, sur la complexité, je pense que ça renvoie à une réalité. Cette réalité, c'est que, justement, on est dans une période qui est extrêmement difficile et qui va être vitale pour la vie de ce gouvernement et pour le président de la République. La mère de toutes les batailles, ça va être la bataille là, qui est menée sur la loi travail. Parce que la loi travail, elle est là pour, justement, faire changer les choses. Je rappelle quand même, il y a 3 jours, sont sorties les statistiques du chômage. On est passé dessus à une vitesse incroyable. On a passé, au mois de mai 2017, la barre des 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi. Pas un mot dans les médias, mais c'est quand même, on a dépassé cette barre. Dans ce contexte-là, la loi travail va être fondamentale. Et pour réussir la loi travail, il faut faire une pédagogie. Pourquoi ? Parce qu'on sort de la loi El Khomri. La loi El Khomri, il n'y a pas eu de pédagogie. Donc, on se retournait vers les Français en disant, bon, on va changer votre contrat de travail. Vous êtes pour ou contre ? Il va être moins bien. 80% des Français, ils disent, ben non, on n'en veut pas. Donc, il faut quand même une pédagogie pour dire pourquoi alors, la pédagogie, on change. est-ce que c'est pas mais de la pédagogie et de répondre aux questions mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'il a décidé d'expliquer sa stratégie, parce que je suis d'accord avec vous, derrière tout ça, il y a le syndrome Hollande de tout ce qui s'est passé sous Hollande. Hollande disait, il faut garder le cap. Simplement, Hollande n'a pas fait le préalable. Le cap, il nous a jamais dit si c'était Brest, Quimper ou Mulhouse. Ce que veut le président de la République, c'est justement avoir la pédagogie, et c'est pour ça qu'il parle avant le Premier ministre, de définir ce que sera la stratégie. Et comme il y a dans une entreprise, il y a le patron qui définit la stratégie, et après il y a le DG qui fait la stratégie des moyens. On rentre dans une répartition des rôles qui est à la limite nouvelle dans son fonctionnement, mais en vérité, sur le fond, qui est typiquement Cinquième République. Je vous entends, mais vous avez cette parole descendante, ou cette image descendante, omniprésente du président, mais il n'y a pas de retour. Question-réponse, comme on le fait là, avec une discussion, pourquoi pas avec 1, 2 ou 3 journalistes dans le cadre qu'il veut, pourquoi la refuser ? Mais il ne la refuse pas, il la maîtrise. Il parle, il ne répond pas. On a passé 9 mois, quasiment 1 an, en campagne, avec les primaires, avec la campagne, avec ceux qui étaient en dehors des primaires. Donc là, maintenant, la communication de conquête politique, elle est achevée. Maintenant, il y a une communication qui est au service de l'exécution de ce qu'est un président de la République, et d'un président de la République en tant que chef d'équipe d'un gouvernement qui doit faire des choses pour que la situation des Français s'améliore. Donc, on fait des relations avec les médias et on maîtrise l'ensemble des points de contact et de la manière dont ça va s'articuler. Alors vous, ça vous déçoit parce que la campagne est terminée et il vous dit juste, voilà, maintenant, on va le faire comme ça. Alors, comme il a une autorité... Je ne suis pas sûre que soit terminé, parce qu'il est toujours dans cette forme d'un peu de séduction de tout le monde. Mais et puis je suis enseignante, il a l'autorité, la pédagogie, c'est aussi répondre à des questions, et les Français sont en phase avec lui, Anne-Claire. Les Français sont d'accord avec lui. Les Français n'étaient plus en accord avec François Hollande. Mais qui va faire la pédagogie de cette loi ? Mais ils sont en train de faire la pédagogie de cette loi. Vous aurez le Premier ministre, vous aurez les ministres peut-être. On connaît l'articulation de toutes les lois. On sait qu'il va y avoir plusieurs lois. On nous a expliqué la loi d'habilitation. On nous a expliqué comment elles allaient décliner. La loi de ratification. On nous a donné tout ça. On connaît tous les grands points. On sait exactement le contrat de branche et la négociation dans l'entreprise. On regarde, il suffit de lire la presse sociale. Simplement, depuis 3 jours, les gens ne rentrent pas complètement dans vous êtes d'accord, on va parler de com. Claude Posternac nous disait tout à l'heure, il n'y a pas de politique sans communication, voire de communication sans politique. Et hier, il y a quand même eu un gros coup de com, autant vous le dire. À la destination de qui ? Ça, je vais vous poser la question dans quelques instants. De quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement, on l'a vécu quasi en direct, de la découverte par le Premier ministre d'un gouffre de 8 milliards d'euros, une paille effectivement. Alors regardez comment le Premier ministre a découvert ce trou dans notre déficit public grâce à cet homme, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, son fameux rapport. Il ne l'avait pas vu, il ne le connaissait pas, et là il se rencontre, regardez ces images, l'un face à l'autre, il lui donne le rapport, et là patatras, le Premier ministre découvre
le trou abyssal, 8 milliards. Et là, vous allez écouter le Premier ministre. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. L'équipe sortante s'était engagée sur un déficit à 2,8% du PIB. La Cour nous dit aujourd'hui qu'il est sans doute autour de 3,2%. Et ce 3,2 suppose déjà des mesures de réduction de la dépense que la Cour qualifie elle-même de vigoureuses. Feu, dit Virginie Leguet. Ou souffle Virginie Leguet. Non, mais moi, j'admire l'habileté de la séquence. D'abord, on nous annonce un rapport de la Cour des comptes et on nous dit, oh là là, ça va être un peu... Le tout en image, hein, bien évidemment. Ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Et puis maintenant, on voit bien, là, on découvre le rapport de la Cour des comptes. Mais on le découvre à 2 jours ou 3 jours du jour où Emmanuel Macron va prendre la parole devant le Congrès, c'est-à-dire devant les députés et les parlementaires. Donc, probablement ce jour-là, il va annoncer des mesures sévères, des mesures dures. Donc, tout est fait pour préparer l'opinion publique à quelque chose qui n'était pas prévu, qu'on n'avait pas imaginé, dont on tombe un peu des nues. Mais voilà, on est obligé de prendre ces mesures puisque regardez la situation, à quel point elle est grave, à quel point Comme elle est... pour les derniers chiffres Donc, du c'est bien chômage joué. où on a découvert qu'ils étaient pas bons. C'est très bien joué, mais c'est ça, c'est de la vieille com. Parce que préparer l'opinion publique... Préparer l'opinion publique à avaler des mauvaises nouvelles. C'est ce que je dis, c'est de la vieille com. Ça, c'est toujours vrai. François Hollande avait oublié de le faire, justement, et ça lui a été reproché. C'est même pas de com. Pourquoi c'est de la bonne com? Là, ce matin, réunion dans un... Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Réunion dans un cabinet ministériel. Là, les gens vont regarder et ils vont dire, il y avait 2 scénarios. Il y avait le scénario de se dire, un déficit de 8 milliards d'euros, ça se construit sur 5 ans. Qui, pendant 4 ans, a été en charge de l'économie? Et voilà. Qui a été en charge de l'économie pendant 4 ans? Emmanuel Macron. Là, ce matin, la mise en scène... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. La mise en scène... Je termine. La mise en scène médiatique est tellement bien faite que la ficelle de dire c'est le Premier ministre qui est en charge de mettre en scène le déficit budgétaire est passée dans les médias. À aucun moment, vous n'avez l'image du président de la République qui est accolée à ça. C'est remarquable. 2 grammes d'analyse politique fait qu'à un moment, on doit demander ce matin à Pierre Moscovici, qui est passé sur toutes les antennes, est-ce qu'Emmanuel Macron est au courant de ça? Une explosion budgétaire, ça se fait pas en 6 mois. Vous posez la question, est-ce qu'Emmanuel Macron est au courant de ça? Eh bien, dans la boîte à archives de la médiasphère, qu'a-t-on trouvé? Ça. Je n'ai pas tout réussi. Certaines entreprises ont connu la faillite et leurs salariés le chômage. J'ai parfois aussi échoué à faire partager la nécessité que j'éprouvais de poursuivre et même d'amplifier notre travail de transformation en profondeur de notre économie. Mais je suis fier, au sein de l'action du gouvernement, d'être parvenu à apporter des changements concrets. Tous ces résultats ont contribué au redressement de notre économie. Voilà, Jackie, vous avez eu le sonore que vous vouliez. Oui, merci. Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec moi. Stop, votre honneur, un petit moment. Non, là, il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Plaidoirie de maître Claude Postal. Il y a 2 ministères à Bercy, un ministère des Finances et un ministère de l'Économie. Le président de la République a été en charge pendant quelques années du ministère de l'Économie, pas du ministère des Finances. Et du secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie à l'Élysée. Ce qui est très ennuyeux, en tous les cas, sur le dernier budget, puisqu'on fait référence au dernier budget qui était sous la responsabilité de M. Sapin et de M. Hollande, il y a quand même des mots qui ont été employés par la Cour des comptes qui sont extrêmement graves. Le mot insincérité, c'est-à-dire qu'on a menti. On a monté un budget qui était faux. Quand vous êtes dans le privé et que vous engagez... C'est pas la première fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le privé, quand vous signez les comptes, vous engagez que c'est... Vous êtes sincère. Si vous n'êtes pas sincère et que si vous avez signé des comptes, vous engagez sur 5 stèles, vous allez au pénal. On est tout à fait d'accord. Là, on est dans une irresponsabilité totale de la bourgeoisie d'État. Les mots sont graves, mais c'est malheureusement pas la première fois qu'on construit un
budget insincère dans ce pays. Les budgets sont les en mots sont déséquilibre extrêmement depuis graves. 74. Mais non, mais parce que la Cour des comptes emploie ces mots et la Cour des comptes emploie ces mots. C'est dans la doctrine de la Non, mais Cour des on est comptes, d'accord. et c'est un mot Mais qui est s'il vous plaît. encadré et normalisé. On est dans un processus de communication qui vise tout simplement à nous préparer à du sang, de la sueur et des larmes. Je pense que c'est ça. Mais quand même, il y a un problème. Si la Cour de discipline budgétaire et financière va se saisir de ça parce que insincérité, ça dépend de la Cour de discipline budgétaire. Je termine. Il y a quand même un problème. Il y a un problème, c'est l'ambiguïté politique. C'est qu'il y a quand même un certain nombre de gens, et notamment parmi les parlementaires, et notamment parmi ceux qui ont été élus, et même parfois parmi ces ministres, qui ont soutenu pendant quand même 5 ans M. Hollande. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de faire évaporer cette responsabilité, qui est quand même une responsabilité qui rejaillit sur les gens qui ont été justement en responsabilité, dont d'ailleurs Emmanuel Macron, qui ne peut pas totalement il y a quelques échapper à sa propre minutes, responsabilité. qui était à Bercy à l'époque des faits. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette grande opération de com avec le Premier ministre a été montée. Cette découverte. C'est pour ça qu'on fait parler le Premier Bah, y a ministre deux choses, et qu'on oublie toute la présence d'Emmanuel Macron dans le précédent Il y a quinquennat. deux C'est choses. l'éponge magique. C'est-à-dire que vous avez un président qui est censé montrer un cap, une vision, et puis il laisse après à son DG, parce qu'on est vraiment le cambouis, et de faire cette com qui est vraiment de la com, c'est-à-dire de dire ça va être du sang et des larmes. Alors dans le débat, 2 petites réactions qu'on va écouter, 2 réactions plutôt naturelles en fonction de qui réagit. Regardez. Cette fausse colère du Premier ministre qui accepte d'être le Premier ministre de l'ancien patron de Bercy et où il y a 8 milliards cachés, tout ça est assez grotesque. Que le Premier ministre ait l'air offusqué en nous disant « je découvre », alors qu'il accepte d'être le Premier ministre de celui qui a préparé les comptes et qui était le patron de Bercy, bon, arrêtons de sourire. Vous voyez, ça s'est vu, hein. Je ne sais pas qui a dit sur ce plateau que c'était de la bonne com. Alors, il y a une autre vision, bien évidemment, du sujet. Vous allez la regarder. D'abord, le rapport de la Cour des comptes est évidemment accablant. Il y a 8 milliards qui manquent, un dérapage important. À l'évidence, il y a un sujet sur la sincérité. Une chose est certaine, on démarre le quinquennat avec un héritage, mais on ne va pas vous faire le coup de l'héritage. Ah bon. Réaction off sur ce plateau. Ah bon. Ça, c'est la prétérition. On l'utilise souvent. Lors de l'affaire Strauss-Kahn, c'est Fillon qui a été très, très fort pour dire « je ne vais pas vous parler de l'affaire de M. Strauss-Kahn » et il l'avait dévoilé. Donc cette figure de style de la prétérition est très, très souvent usitée pour dire « on ne va pas vous faire le coup, mais je vous passe les bons messages qui vont bien au bon moment ». Donc très classique, très bien. C'est exactement ce qu'on nous fait. On nous fait le coup d'héritage, là, complètement. Le timing, c'est-à-dire de tout passer cet été, avant même que... Parce que ce qui compte là, il y a le prince, l'opinion et la rue. Ce qui compte là, pour Emmanuel Macron, c'est l'opinion. Comment on va gérer cette opinion. Si vous faites tout passer dans un timing assez précis l'été, vous avez moins de chances que des jeunes envahissent la rue avant la reprise de l'année scolaire. Donc c'est vraiment une gestion du timing et voilà. Ça ne va pas concerner que les jeunes, ça va concerner tous ceux qui vont être touchés par l'augmentation des impôts d'une façon ou d'une autre. Ils sont souvent les déclencheurs, mais je suis tout à fait d'accord. Ça va concerner la société française dans son entier. Ok, il y a la pédagogie dans la presse, etc. Mais qui va porter cet élément? Je vous rappelle quand même des dissensions un peu entre la presse et l'exécutif. Donc ça va être difficile. De la distanciation plutôt que de la dissension. C'est-à-dire qu'on les met loin, on leur dit le moins de choses possible, on les convoque quand on a besoin, on les renvoie quand on n'en a pas besoin. Je ne reviendrai pas quand même, pour ne pas faire de peine, porte-parole du gouvernement qui, mercredi, demandait de l'aide à la presse pour ne pas taper sur une ministre en exercice, très importante d'ailleurs dans la période qui nous occupe. C'est ce que je dis, on se souvient de la presse quand on en a un petit peu besoin, mais le reste du temps, on la tient très loin et on la met à l'écart. Et je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais ça va durer quand même 5 ans. Alors de l'image, de la com, de la posture, il y en a eu quand même cette semaine, le côté grande gueule insoumis. On reviendra d'ailleurs justement sur cette période actuelle où les grandes gueules disparaissent peu à peu et avec une question quand même existentielle, y aller ou pas? Y aller où? À Versailles. Pour assister à quoi? Bien écoutez. Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas. Nous n'irons pas. Nous n'avons d'autres moyens pour faire connaître notre alerte, la gravité de la situation, que de dire que nous n'irons pas à Versailles.
Ça fait sourire sur le plateau. Non, c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que le gros problème d'Emmanuel Macron, c'est le problème qu'ont eu les soviétiques après 1989. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase, le pire des cadeaux que nous vous avons fait, c'est de vous supprimer votre ennemi. Macron, il a besoin d'un ennemi. Donc Mélenchon, qui ne représente pas grand-chose, là je vais recevoir des tas de tweets, là, c'est parti, c'est l'adversaire idéal. Parce qu'il a de la faconde, il va être outrancier, il va être insolent, sauf qu'il ne représente rien et que Macron est cet ennemi qui va être assez présent, c'est bien pour lui parce que ça va l'empêcher de rien faire, mais en même temps on va dire oh là là, regardez. En termes d'image, comme le laissait entendre quand même Anne-Claire tout à l'heure, si la rue est présente dans quelques semaines et quelques mois, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, en termes... D'abord, on ne peut pas dire... Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que, d'abord, il y a une réalité objective qui fait que, je vous rappelle que le Parti socialiste et les Républicains ont disparu de la scène au premier tour de l'élection présidentielle. Donc vous avez une opposition qui est complètement atomisée. Le seul pôle d'opposition qui existe et qui est cohérent, c'est la France Insoumise, et la France Insoumise s'en sert. Les Républicains sont inaudibles parce qu'on ne sait pas qui va être le porte-parole. Divisé en trois groupes. Impossible. Et la gauche, elle est complètement émiettée, éclatée, explosée, etc. Donc Mélenchon est dans ce rôle, et c'est bien qu'il y ait une opposition en France qui parle. La grosse difficulté de Mélenchon, c'est que si du matin au soir, il dit au loup, au loup, au loup, au loup, au bout d'un moment, lorsqu'il y aura vraiment un sujet qui est important, les gens ne feront plus la différence. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, il a quand même un problème d'émetteur, Jean-Luc Mélenchon, parce que à l'Assemblée nationale, il a tenu certains propos sur le vieux monde. Je vous rappelle que le vieux monde, c'est cours camarade, le vieux monde est derrière toi. C'est-à-dire, ça fait référence à une linguistique des années 68. Simplement, le vieux monde, c'est lui. Lorsqu'on cumule, chère Virginie, 55 ans de mandat comme Mélenchon, 55 puisqu'il a fait plusieurs mandats en même temps, c'est difficile de dire que vous incarnez le nouveau monde par rapport à l'ancien. Donc il a un problème de légitimité au départ, et cette légitimité qui pose problème, ça arrange bien évidemment, je suis d'accord. Ça c'est vu de notre fenêtre de commentateur. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Je ne pense pas qu'aujourd'hui Mélenchon ne représente si peu que... D'abord, Mélenchon a fait 19% aux élections présidentielles. Il a réussi quand même à constituer un groupe insoumis sans le Parti communiste, ce qui n'est pas si mal que ça quand même. Et il y a un troisième point qui est très important, c'est qu'en effet, l'opposition, elle n'est pas atomisée, elle est balkanisée, ce qui est un peu différent. Et ensuite, il y a quand même un vrai problème dans ce pays aujourd'hui, c'est que vous avez... C'est balkanisé. Et vous avez quand même, je le rappelle, au second tour de l'élection législative, un taux d'abstention de 58%. On est sur un paysage politique qui est extrêmement fragile et qui reste fortement volcanique. Alors, on va écouter quand même les bons élèves. Quand même. Alors, ça devait être les grandes gueules. Je vous rappelle que dans quelques instants, on va parler justement de cette disparition d'une race très rare ou devenue très rare. On se demandera d'ailleurs pourquoi. En parlant d'une grande gueule, Claude, tout à l'heure, a cité un certain nombre de partis politiques. Je suis désolé, cher Claude, il en manquait un et on va l'écouter. Oui, il n'y a aucune raison pour que je ne me rende pas au Congrès. Je vais entendre ce que le président de la République a à dire, puisqu'il ne veut plus s'adresser aux journalistes. Il a une pensée, semble-t-il, trop complexe pour répondre aux questions. Mais c'est vrai que, du coup, il faut quand même admettre que le discours du Premier ministre perd pour le moins de son intérêt. Et voilà, eux, ils iront... Mais est-ce qu'elle va être aussi grande gueule que ça, Marine Le Pen ? Ils vont répondre, ils vont attendre. Et, de toute façon, ce sont les bons élèves. Ils écouteront, le président va s'en aller, et après, éventuellement, ils peuvent parler. Mais donc, il n'y aura pas de dialogue. C'est ce que j'ai dit. Le président s'en va, et après, ils peuvent parler. On n'est pas dans les fondamentaux de cette émission, dans une forme de communication, de politique communication, avec une nouvelle image du Front National. Mais ils ont un gros problème... En opposition, justement, à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis. Le Front National est tellement décrédibilisé depuis le débat d'entre-deux tours, durant lequel Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron, a montré, j'allais dire, le peu de profondeur et de connaissance des dossiers qu'elle avait, que franchement, elle aura du mal, d'autant qu'elle n'est pas très bonne oratrice, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Mais la difficulté, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il est déjà dans la surchauffe, il est déjà en 5e, en descente, à fond la caisse. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines ? Alors là, il va exploser en vol. Il lâchera les freins. Il n'y a plus rien à lâcher, là. Il est déjà lui-même presque en avant de la machine. Il parle trop fort, trop vite et trop durement. Mais quand on rentrera dans le dur, on n'est pas encore dans le dur. Quand on rentrera dans le dur, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va faire ?
Et le risque, c'est de toujours courir après les médias, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois une forme de coup d'éclat médiatique non-stop avec effectivement... Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon ? Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est-à-dire c'est deux... Encore un qui rejette les médias quand même. Oui, exactement. Et encore une fois, c'est la bataille pour l'opinion. Voilà, qui va réussir à influencer l'opinion, et c'est l'opinion qui est vraiment... Et pour l'instant, l'opinion, elle semble dire qu'elle est extrêmement contente de la façon dont les choses se passent, qu'elle en a Oui, par-dessus Jacques la Isabello tête... parlait de ce sondage publié ce matin. Voilà, qu'elle en a par-dessus la tête du bruit, de la volatile. fureur et de la contradiction. Et elle, ce qu'elle veut, c'est du calme et de l'action. Elle le dit, elle ne cesse de le dire. L'opinion qui est sondée, vous avez reçu ici les auteurs de La France qui gronde. On sait très bien qu'il y a des gens qui passent sous les radars des sondages. Et ce ne sont pas des gens qui votent. Pas voter ni à la présidentielle ni aux législatives. Ce sont des gens qui font partie de l'abstention. Et c'est quand même un gros de la population. Eh bien, vous savez quoi ? Oui. Pardonnez-moi l'expression macronienne. En même temps, quand même, on sait très bien que toutes les périodes de démarrage d'un mandat laissent planer un état de grâce. C'est pas au mois de mai ou au mois de juin ou au mois de juillet qu'en général la cote de popularité d'un président de la République s'inverse. Attendons septembre, attendons octobre. Peut-être que là les choses... Alors dans ce paysage jupitérien, napoléonien, Louis XIVien, où la parole visiblement et la com est maîtrisée, question de fin d'émission ce vendredi. Est-ce que c'est pas la fin des grandes gueules, la fin de l'expression libre, le diktat du politiquement correct ? Avant de vous laisser la parole, mes amis, on va rendre hommage à l'un des empereurs justement de la liberté de ton, de penser fort, de le dire encore plus fort. Monsieur Nicolin, président du club de foot de Montpellier, nous a quittés hier. Et lui, le côté grande gueule, il savait de quoi il parlait. Louis Nicolin, c'est avant tout un langage fleuri. Vous avez un chef des sports qui est une grosse bite. On a été floué, on a été trompé, on a tout été, et vous continuez à faire des pipes. Mais ça, c'est impossible, ça. Alors, on va se faire dépouiller. Rien à branler. On n'est pas champion de France de bilboquet, quand même. Hein. J'ai failli dire une connerie. Mais aussi un personnage atypique, un passionné qui n'hésite pas à tenir sa promesse capillaire après le titre de champion de France remporté par son équipe. J'en ai rien à branler. Allez vite. Ça vous va bien, hein ? Mais pardi, elles vont toutes tomber les unes après les autres. Alors que les autres présidents de clubs sont avant tout devenus des gestionnaires, dans le monde du football business, là encore, Louis Nicolin détonne. Profitez qu'ils ont tous une super valeur marchande pour assurer le budget pendant les 5-10 prochaines années. Oui, ça peut être un raisonnement. Si demain je m'en foutais de mon club, et si finalement je faisais du football en business. Mais c'est pas ça, moi c'est ma passion, la paillade. Et quand on lui demande si après 40 ans à la tête du club, il ne pense pas à vendre à de riches investisseurs, sa réponse est une nouvelle fois sans concession. N'importe comment, vous savez très bien que je quitterai ce club entre 4 pommes, c'est tout. Voilà, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, paix à son âme. Alors, dès Louis Nicolin, puisque nous parlons chaque jour de la com, de la politique, nous avons commencé avec Emmanuel Macron, pourquoi il n'y a plus de grande gueule ? Pourquoi la fin de cette expression ? Média-training, justement, c'est-à-dire qu'on a cette Louis Nicolin, le média-training, je ne suis pas sûr qu'il en faisait beaucoup. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'à force de formater les gens, effectivement, pour des passages médias, des passages radio, avec différentes techniques, etc., c'est vrai qu'on aseptise. On aseptise. Le naturel disparaît peu à peu pour une forme d'uniformisation de la pensée et du langage, du coup. Parce qu'on le dit souvent pour les humoristes, mais on le voit même dans notre monde, dans le monde politique. C'est pas une génération spontanée. Les Noah, les Hinault, on les a pas tous les ans. Donc des grandes gueules comme des Mélenchon, des Louis Nicolin, des gens qui ont cette rhétorique, qui sont capables de capter leur public, qui comprennent comment on le séduit et on transforme chaque unité en foule passionnée, eh ben c'est pas tous les jours. Et en plus, Nicolin, c'était un vrai passionné, c'est un entrepreneur qui avait un rôle territorial, sociétal, qui mettait sa capacité d'initiative au sens de la société et de la région. Bah, des gens comme ça, on n'en pompe pas tous les matins dans un poulailler. Si je revenais par exemple à une image un peu politique, prendre 220 jeunes députés, les former en une journée pour éviter qu'ils passent par la salle des 4 colonnes et répondre à la presse, faire comme ça va se passer demain, vous allez voir là des images, vous allez en avoir, un séminaire gouvernemental du côté de Nancy pour qu'ils s'aiment tous pendant 24 heures et qu'ils aient la même pensée. Ça participe justement au fait mais le problème c'est que vous ne pouvez pas gouverner un pays comme vous managez une entreprise. C'est tout à fait différent. Je ne suis pas sûr que les techniques de communication qui sont celles des organisations et des entreprises soient très longtemps, j'allais dire, maintenables, encore une fois, dans le paysage politique. Oui, je crois que ça va être extrêmement compliqué. Je suis d'accord, mais tout à l'heure, on faisait référence au syndrome Hollande. Il y a un autre syndrome, c'est le syndrome frondeur.
On a eu pendant 5 ans l'opinion française qui a été prise en otage quelque part par le Parti socialiste, qui avait refusé de trancher sa ligne idéologique et qui a fait congrès en permanence à l'Assemblée nationale. Les Français n'en veulent plus. Il suffit de voir la sanction de tous les frondeurs qui ont été éjectés de l'Assemblée nationale. Donc les Français, tout à l'heure vous le disiez, ils ont besoin d'autorité, ils ont besoin de calme et ils ont besoin de voir une France qui avance un petit peu unie. Donc sans aspérité. Non, mais c'est pas ça. La démarche de Macron, elle est extrêmement simple. Le débat, il est ouvert en permanence. Simplement, quand une décision est prise, et c'est ce que souhaitent les Français, on parle que d'une seule langue. Je ne sais pas si le débat est ouvert en permanence, mais ce qu'Emmanuel Macron a parfaitement compris, c'est que les Français, ils sortent d'une séquence électorale qui les a essorés, lessivés, qui les a mis sur le côté, et qu'aujourd'hui, ils aspirent à quelque chose qui a l'air de marcher, ou qui marche. Et là où ça va très bien Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il n'est pas du tout pour une surenchère de paroles, pour une surenchère de commentaires. Il tient absolument tout le monde à distance. Mais du coup, il y a un espace. La communication est réduite. Mais parce que nous sommes aussi dans l'ère du macronisme aigu. On a un président de la République qui a 39 ans, qui a été élu après une année de dégagisme intense. Il est là, il représente une forme d'espoir et les gens veulent voir ce que ça va donner. Ils veulent y croire. Pour autant, je trouve que moi, depuis 1 mois et demi que Emmanuel Macron est élu, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part des choses totalement léchées, totalement contrôlées et totalement verrouillées. C'est dommage. Mais attendons de voir ce que va donner la rentrée. Vous pensez que la rentrée va libérer les expressions ? Non, mais on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans les choses difficiles, on va rentrer dans les sacrifices, comment vont réagir les Français, comment vont être actionnées les forces sociales, qu'est-ce qui va se passer dans la rue. C'est là où ça va jouer. Et le média training dont vous parlez va se heurter à la réalité, c'est ça ? Bien sûr. Les indicateurs économiques vont rappeler le gouvernement et le président de la République à la réalité et on va mesurer l'efficacité de son action et la communication et les médias vont devoir s'adapter à cette nouvelle. Est-ce que la com, justement, n'a pas, politique entre autres d'ailleurs, n'a pas tué la libre expression, la libre pensée et la grande parole ? Non, c'est pas la com qui a tué la libre expression, c'est le politiquement correct qui a complètement envahi la communication. C'est tout à fait différent. C'est qu'on vit dans une ère où, en effet, il faut être sémantiquement correct. Donc des personnalités comme Nicolin, qui n'étaient pas du tout sémantiquement correctes, qui étaient extrêmement spontanées et qui ne maîtrisaient pas son expression, en effet, ce sont des personnalités qui n'existent plus beaucoup aujourd'hui. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un comme Macron, il appartient à une génération qui n'a pas fondamentalement appris la rhétorique. La rhétorique comme l'étaient les grands rhétoriciens, les grands tribuns parlementaires comme Mitterrand, comme Jean-Marie Le Pen également, d'une certaine façon. Je veux dire, qui maîtrisaient la langue, qui étaient des latinistes, qui étaient des avocats. Même chez les avocats, ça se perd aujourd'hui. On a aujourd'hui... Les politiques venaient on a une génération politique. On a une génération... Alors Montebourg, c'est différent. Mais on a une génération politique qui est quand même marquée par une culture qui est la culture de l'entreprise, par une culture managériale, et ce n'est pas la même rhétorique que les grands politiques. Des chaînes d'information continues, de Twitter, de Facebook, du dérapage. Ah, vous pensez que les médias sont aussi... Emmanuel Macron, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avec ses 2 iPhones et sa petite horloge sur le côté, sur sa... Parce que dans les médias aussi, on pourrait parler de nous. Le politiquement correct, quand même, a largement pris le pas. Son idée de pensée complexe, c'est ça. C'est de dire qu'il n'y a pas assez de temps pour expliquer aussi tout ça. Comme une petite phrase peut être reprise en boucle après par les médias. Il a tellement peur, en fait, de ça. C'est-à-dire que c'est un homme de la génération, effectivement, de cette nouvelle ère médiatique très rapide, en 140 signes, et en même temps, voilà, il revient un peu... Enfin, en même temps, moi, je me souviens d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, il n'hésitait pas à s'amuser avec le journaliste du Petit Journal, Cyril Eldin, qui l'interrogeait n'importe où, n'importe comment. Ça l'amusait beaucoup, tout d'un coup, de parler aux médias. Donc vous pensez qu'on pense trop aujourd'hui, on ne parle pas assez ? Non, mais il y a une image sur laquelle on n'est pas assez revenu, qui peut avoir un effet boomerang, c'est les 2 iPhones. Il y a 2 drapeaux, il y a le drapeau français et le drapeau américain. Les iPhones, en vérité, c'est européen. Et l'iPhone, c'est le drapeau américain. Lapsus révélateur de ce que vous allez dire. Donc, je recommence, un drapeau français, un drapeau européen, et le iPhone, c'est le drapeau américain. Le seul problème, c'est que l'iPhone, c'est Apple, et je rappelle que Apple paye 1% d'impôts en Europe, et qu'un des sujets principaux, c'est le déficit des États. Et qu'est-ce qui fait le déficit des États ? C'est le manque à gagner. Je vous rappelle qu'il y a 1000 milliards de dollars qui partent de l'Europe chaque année, et 1000 milliards de dollars, ça fait le déficit. C'est le double du déficit de tous les partis européens. Merci beaucoup à tous les 5. Vous avez quoi comme téléphone ? Tiens, on dirait un iPhone d'ailleurs. C'est étonnant. Merci à vous de nous regarder. Tiens, on va se quitter sur une photo, ou plutôt les photos, la photo la plus détournée depuis hier, 14h.